Entrepreneur, c'est pas ça. C'est courir en zigzag en évitant les gens qui veulent te tuer. Donc, faut être agile. On peut pas vivre sur un parking. Paris, c'est quoi? C'est vous sortez de chez vous, vous êtes sur un parking avec des bagnoles arrêtées qui ont le moteur en route. La condition animale, c'est aussi un moyen de reconnecter l'homme à la nature en utilisant un ressort phénoménal qu'est l'émotion. Mais enfin, quand t'es entrepreneur et que t'as une vision, il faut qu'elle soit indéfectible. Il faut te dire, moi, ce que je veux, c'est faire ça. Parce que la communauté est clé, parce que l'entraide nous possède, on a décidé de mettre en lumière tous ces visionnaires. Bienvenue sur le podcast Build a City for Good de Daphni. Ce podcast ne veut pas parler de nous, et non, mais plutôt de notre communauté. Vous savez, ces 300 personnes, investisseurs, entrepreneurs et experts, qui constituent la pierre angulaire de notre mission, co-construire la cité de demain, ou en d'autres termes, Build a City for Good. Aujourd'hui, pour ce tout premier épisode kick-off, nous avons décidé de recevoir un invité exceptionnel. Et oui, on ne mâche pas nos mots, on a bien dit exceptionnel. Et on aurait pu même rajouter visionnaire. Et oui, c'est bien de Marc Simoncini que nous sommes en train de parler. Hello Marc. Salut. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Bon, en même temps, tu étais un peu obligé. Ouais. Parce que pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité, Marc est maintenant partenaire de Daphni. Autour de la table, il y a aussi Chabir, qui est investisseur chez nous. Salut Chab. Salut Aurélie. D'ailleurs, on ne te présente plus non plus. Aurélie anime notre incroyable communauté. Merci. Bon, allez, on démarre. On commencerait pas par présenter Marc un petit peu. On sait, voilà, que comme moi, on ne le présente plus. Mais vas-y, Chabir, toi qui bosses avec lui depuis près de 4 ans, peux-tu nous en dire un peu plus sur Marc ? Alors, c'est vrai que Marc, on ne sait pas par quel bout prendre ta bio, parce que avant d'être partenaire chez Daphni, tu as été bûcheron dans une station de ski du Connecticut, ouvrier dans le BTP, puis tu tombes dans la marmite de l'informatique et surtout de l'entrepreneuriat. Si mes comptes sont bons, tu en as créé une petite dizaine au moins, tu en plantes quelques-unes, tu en vends plusieurs, tu fais une IPO et en supervises encore certaines. Tout ça sans parler de la centaine de startups que tu as financées en tant que BA et des multiples films que tu as produits. Et tout ça en rappelant qu'aujourd'hui, tu n'as que 35 ans. C'est ça. C'est tout l'exploit, quoi. C'est bien résumé. Et du coup, on trouvait qu'il était très à propos de lancer ce podcast avec toi, car tes aventures entrepreneuriales, mais aussi tes engagements, sont une parfaite traduction de notre thèse chez Daphni, à savoir comment, grâce à la tech ou au digital, on peut changer les usages, et tout ça dans le bon sens. Ou en d'autres termes, comment on peut build a city for good. Du coup, on te pose la question fatidique, comment Marc Simoncini build a city for good? D'abord, avant de dire comment, peut-être, il faut dire pourquoi. Quand on a eu la chance d'arriver à réussir 2-3 trucs dans sa vie, à un moment où on se demande à quoi bon, où est-ce que ça peut s'arrêter, est-ce qu'on veut faire plus grand, plus gros, est-ce qu'on veut faire encore la même chose, ou est-ce qu'on veut faire quelque chose d'un peu différent. Et moi, j'ai pris ce virage il y a, je sais pas, une dizaine d'années en disant voilà, bon, je pense pas que je puisse faire beaucoup mieux que ce que j'ai déjà fait, donc il faut que je fasse autre chose maintenant. Et dans cette autre chose, j'ai évalué à la fois des choses que je savais faire et des choses qui me tenaient à cœur. Donc je catégorise dans deux activités différentes. Commençons par les choses que je sais faire, en l'occurrence le business. J'ai décidé de travailler sur 2 types de projets, 2 engagements. Le premier, c'est de prendre une cause qui m'apporte et d'essayer d'y créer une entreprise. Ça, c'est Angel. Et la cause, mais vous verrez qu'il y a un lien avec tout ça à la fin, la cause qui porte Angel, c'est de dire les villes telles qu'on les connaît sont insupportables à vivre, on le voit chaque jour, et il faut essayer d'imaginer une autre manière d'organiser la ville, une autre manière de gérer l'espace public, et une autre manière notamment de se déplacer. On l'a pris sur cet angle-là. Donc le projet Angel, au départ, c'est pas l'idée de se dire je vais faire un vélo, c'est de dire la ville telle qu'elle est aujourd'hui, c'est pas possible, il y a trop de bruit, il y a trop de pollution, il y a trop de tracas. On va essayer de proposer un moyen alternatif à la voiture pour que les villes deviennent plus agréables. Et les moyens alternatifs à la voiture, nous on a considéré que c'était le vélo électrique et que pour qu'un vélo électrique puisse remplacer une voiture, il fallait qu'il soit intelligent et qui soit difficile à voler parce que c'est le premier frein à l'usage du vélo, et puis le plus sûr possible. Donc ça, c'est le projet Angel. C'est pas fabriquer un vélo, c'est essayer d'améliorer la qualité des villes. Ensuite, on a eu la chance que les événements nous portent, puisqu'on a vu que les municipalités dans le monde entier ont commencé à créer de plus en plus de pistes cyclables, et on a été porté par le vent qui a créé une énorme vague qui est d'ailleurs en train de nous submerger parce que on s'attendait pas à un tel succès, et aujourd'hui on est un peu en train de gérer
ce problème. Donc ça, c'est la partie angel, entrepreneur, j'essaye de changer quelque chose. Deuxième manière de changer les choses, parce que je peux pas faire plus de choses que ça, c'est d'essayer de travailler aux côtés d'entrepreneurs qui ont cette vision aussi. Donc je l'ai fait, tu étais avec moi pendant une dizaine d'années. Chaque fois qu'on faisait un projet, il y avait souvent la question se posait, est-ce que après, si on a réussi ce projet, le monde sera mieux? On s'est toujours posé cette question. Là, en rejoignant Daphni, on continue exactement dans cette logique, et on essaie de se dire, aujourd'hui, les jeunes ou les moins jeunes qui ont cette énergie, ce pouvoir et ce talent de créer des entreprises, essayons plutôt d'organiser et d'orienter vers des projets dont on est fier personnellement, ou en tout cas qui font du sens au sens global. Donc tout ça, c'est cohérent dans la sphère de l'entrepreneuriat. Une entreprise pour essayer d'améliorer la ville et essayer de trouver des projets à financer qui aussi améliorent la ville, le monde ou Dieu sait quoi. En tout cas, améliorent quelque chose. Ils ne sont pas uniquement concentrés sur le business. Et puis dans la deuxième sphère, qui est la sphère non-business, j'ai aussi d'autres activités. Tu me disais tout à l'heure que je produis des films. Oui, j'ai produit des films, mais j'ai produit des films pas pour faire du business. J'ai produit des films dont le message m'importait de telle manière à ce que le monde soit un peu meilleur une fois que les gens ont vu ce film. Donc j'ai créé 2 boîtes de production. Une boîte de production qui fait des films d'auteur qui sont pas des films qui ont vocation à être des grosses audiences, mais dont les messages sont très forts. Et puis une boîte qui fait des films un peu plus commerciaux, mais toujours avec cette idée de se dire il faut montrer des choses qu'on a envie de montrer, expliquer des choses qu'on a envie d'expliquer. Donc ça, c'est une manière aussi de changer le monde, mais en faisant autre chose que du business. En l'occurrence, c'est du cinéma, c'est pas mon métier, mais je me suis associé avec Jérôme Salle, dont c'est le métier. Et ça, c'est la partie cinéma. Et puis la dernière partie, toujours dans la sphère non business, mon quatrième, je peux pas dire métier, mais casquette, c'est de porter une cause qui me touche. En l'occurrence, celle que j'ai choisi de porter depuis un moment maintenant, mais peut-être plus fort aujourd'hui, c'est la protection animale. Alors, tout le monde a vu le référendum qu'on a essayé de lancer et qu'on est toujours en train de développer initié par Jacques-Antoine, Xavier et moi. Mais si je peux dire un mot là-dessus, évidemment que interdire la chasse à courre ou permettre à des animaux de sortir 1 heure par jour, ou d'interdire l'élevage en cage où un poulet naît et meurt dans la même cage, bien sûr que ça nous importe. Mais ça va un peu au-delà et ça va résumer tout ce que je viens de vous dire. Bien sûr que les animaux c'est important, mais finalement on peut se dire à quoi bon sauver des veaux ou sauver des poules. Mais en fait c'est pas tellement qu'on sauve des veaux ou qu'on sauve des poules, c'est que on essaye de reconnecter l'être humain à la planète. Et l'être humain, c'est devenu le seul animal qui n'est plus un animal, et qui donc se trouve ailleurs et défonce la planète allègrement pour son plaisir ou pour sa survie. Et en fait, quand on essaye de reconnecter les hommes aux animaux, c'est pas tant pour sauver les animaux, c'est pour que l'homme se dise « Merde, je fais partie de cet ensemble et il faut que je prenne conscience que je fais partie de cet ensemble. » Et pour pouvoir ramener l'homme dans cette conscience qui fait partie de la nature, on aurait pu dire attention, si vous continuez comme ça, la mer va monter de 6 mètres. Mais ça, vous le dites, tout le monde le comprend, mais ça émeut personne. Par contre, si vous montrez les conditions d'élevage des animaux, vous touchez un truc qui est difficile à toucher, qui est l'émotion. Quand vous voyez dans l'état effroyable de ce qu'on découvre chaque jour, vous ne pouvez pas ne pas être touché. Alors, vous pouvez rejeter en disant « je ne veux pas le savoir », mais en tout cas, vous ne pouvez pas ne pas être touché. Et donc, en utilisant ça, on a un pouvoir énorme, parce qu'on appuie sur l'émotion, pour dire aux gens « regardez ce que l'homme est en train de faire ». Et par ricochet, vous regardez à quel point l'homme s'est détaché de la nature. Parce que si on faisait partie de la nature, on ne ferait jamais ça. Donc, en tout cas, moi, c'est mon raisonnement. Donc, la condition animale, c'est aussi un moyen de reconnecter l'homme à la nature en utilisant un ressort phénoménal qui est l'émotion, parce que l'émotion, elle est vive, parce que les pratiques sont atroces. Et donc, ça permet de faire une énorme prise de conscience. Mais c'est pas moi qui ai inventé ça. Quand on a vu les premières vidéos des abattoirs, où il y a plein de gens qui ont dit « oh merde, je peux plus manger de la viande ». Bon, c'est un mécanisme qui s'est mis en place et qu'on a essayé de professionnaliser en prenant beaucoup de risques pour essayer de contrer toutes ces pratiques. Voilà, je vais la résumer en une phrase. À la fin, si on réussit ce truc-là, moi, personnellement, je me coucherai un jour en me disant « j'ai pas fait une start-up qui vaut 1 milliard, mais j'ai sauvé 1 milliard d'animaux par an ». Voilà. Ça me porte dans la sphère plus perso. Et tu manges plus de viande, toi, aujourd'hui ? Non, ça fait longtemps. Alors j'essaie de m'y tenir. Alors parfois, je suis trop maigre, donc on me dit il faut que tu manges du poulet. Parfois, on me dit t'es fatigué, donc une fois par an, je mange une côte de bœuf. Voilà, on va dire que je mange beaucoup. Ça fait bien longtemps que tu... Ça fait 5 ans, 5-6 ans. Ouais. Donc, ok. Voilà. Mais après, en soi, tu les distingues en 4 casquettes.
Mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que finalement, tu fais un peu la même chose. C'est ça, c'est ce que je disais. C'est ce que je disais. C'est une envie et que je décline sur 4 activités. Mais il y a un truc qui est marrant. Bon, alors, premier aparté, je sais pas, il y en aura 10 000. Ouais. Mais c'est vrai que tu dis souvent que t'aimes bien financer ou en tout cas aider des petits jeunes. Genre tu l'as fait avec les 101 projets notamment. Enfin, mini rappel, du coup c'était un concours que tu avais fait avec Jacques-Antoine Granjon et Xavier Niel, où tu avais financé à hauteur de 25 000 euros 101 startups de gens qui avaient moins de 25 ans. Tu l'as encore dit tout à l'heure, peut-être par réflexe, t'as pas fait exprès, mais est-ce que du coup toi, tu fais confiance uniquement aux petits jeunes ou alors les petits vieux entrepreneurs qu'on voit aussi sont encore dans le coup? Non, 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 évidemment que non. Il y a des entrepreneurs qui sont aussi vieux que moi et qui sont formidables. Bon, quand je dis les petits jeunes, c'est que tout le monde est plus jeune que moi finalement. Donc, voilà. Mais tu n'as que 35 ans, on a dit. Oui, c'est vrai. Donc oui, évidemment que chez Daphni ou dans ce qu'on faisait chez Jaïda, on se fie pas à l'âge. Ça, évidemment, ça n'a rien à voir. Il y a des entrepreneurs de tous les côtés, et tant mieux. Mais sur la partie jeune, c'est un peu d'abord un retour d'ascenseur. Moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait un mec, d'ailleurs, ça m'est arrivé, qui me dise, tiens, voilà, je comprends rien à ce que tu me dis. Mais t'as l'air pas mauvais, t'as l'air porté par ce truc-là, je vais te filer 25 000 balles. Bon, voilà. Donc ça, c'est un truc qu'on reproduit et je trouve ça formidable. Après, c'est sûr que je suis pas sûr que ce soit dans ma tête ou dans la tête des mecs de 40 ou 50 ans que le monde de demain soit le plus inventif. C'est dans le cerveau des jeunes que le futur est. C'est pas dans le cerveau des vieux. Donc c'est vrai que dire à des gamins, écoute, t'as une idée complètement dingue, mais moi je suis incapable de rentrer dans ce truc-là parce que je comprends pas que tu puisses voir le monde comme ça. C'est quand même plutôt assez sage, plutôt que d'expliquer aux gamins que sa vision, elle est pas la bonne, parce que moi, avec mes yeux de vieux, je regarde ce truc et je dis ça marchera pas. Ben oui, mais j'en sais rien, je suis pas dans sa tête. Donc moi, je pense que le futur, il est dans la tête des jeunes et que il faut les aider et les écouter. Des jeunes plus jeunes que toi, juste. Des jeunes plus jeunes que moi, pas trop vieux, quoi. Et tu parlais de cette casquette, donc du coup, sur la mobilité urbaine. On aurait bien aimé savoir un tout petit peu plus ta vision un peu de la ville de demain. On parlait d'Angel, tu en parles, c'est vrai, souvent, mais cette vision, est-ce que tu pourrais nous l'éclaircir un peu plus? On va vivre dans quel genre de ville, Marc? C'est un sujet très étonnant et j'ai eu la chance de croiser des gens dont c'est le métier. Moi, c'est pas le mien, mais qui ont fait quand même des réflexions assez étonnantes que j'avais pas imaginées, mais je vais te la résumer en une image. Les villes telles qu'elles ont été construites et telles qu'elles sont aujourd'hui, c'est grosso modo des centres-villes dans lesquels on habite, avec quelques commerces qui disparaissent, et dans la périphérie des villes, des supermarchés dans lesquels on va s'alimenter. Et pour aller du centre-ville au supermarché, il ne faut pas réfléchir à Paris, il faut se mettre dans une petite ville de province. Vous avez le centre-ville, il y a une boulangerie de trucs, et puis le reste, tout ça est dehors. Donc vous prenez votre bagnole et vous allez au supermarché. Et il y a une réflexion qui est super étonnante, c'est que quand vous regardez la taille d'un caddie, la taille du coffre de la voiture et la taille du frigo, c'est la même taille. Donc la ville a été construite de telle manière à ce que vous stockiez chez vous ce que vous allez chercher dans un caddie en le transportant dans une voiture. Donc ça a dessiné la ville dans laquelle on est aujourd'hui. Maintenant, si on dit c'est plus possible, on peut pas aller. Vous avez plein de solutions. On peut dire il faut remettre les commerces dans les centres-villes. Ça sert à rien d'aller chercher de la bouffe. Il faut faire des frigos plus petits. Ça sert à quoi de mettre un frigo avec un caddie? Ça, je sais pas. Donc, avec ce petit exemple, on voit bien que finalement, il y a d'autres manières de repenser la ville et de se dire la voiture ne peut plus être l'élément nécessaire, obligatoire à une vie harmonieuse. Il faut trouver des moyens pour que la vie soit agréable dans les centres-villes sans avoir besoin d'utiliser une voiture pour faire 5 km et revenir. Donc la place de la voiture dans le centre-ville a été malheureusement surdimensionnée. Et aujourd'hui, il y a une espèce de marche arrière. Alors ça se fait dans l'urgence, ça se fait pas très bien, parce que c'est sûr, quand on dit on prend la rue de Rivoli, on enlève toutes les bagnoles du jour au lendemain, c'est compliqué, parce que la ville n'était pas prévue pour ça. Mais ce sens-là, pour moi, il est inéluctable. On peut pas vivre sur un parking. Paris, c'est quoi? Vous sortez de chez vous, vous êtes sur un parking avec des bagnoles arrêtées qui ont le moteur en route. Vous n'allez pas vivre sur un parking quand même. Donc on voit bien qu'il y a un problème. Alors,
on n'en est pas à dessiner les villes, mais il y a des pays qui se sont très bien débrouillés et qui sont passés au tout vélo. Alors c'est Mais dingue. ils avaient été construits comme ça avant, non? Non, là, je crois que les Hollandais, ils ont repensé toute leur ville et ils ont dit, voilà, maintenant, c'est plus possible. Voilà. Donc, ouais, bon, voilà. Par exemple. Donc, on est dans cette espèce de truc, ça prendra des années. Voilà, mais un jour, vous ouvrez les fenêtres de votre appart et vous savez quoi? Vous serez exactement comme pendant le confinement. Et vous vous dites, waouh, putain, j'entends des oiseaux, quoi. Bah oui, parce qu'il y aura des vélos, il y aura des bagnoles électriques, il y aura je sais pas quoi, et puis vous direz, waouh, mais elle est super cette ville. Alors qu'aujourd'hui, vous dites, ah, l'enfer, il faut que je parte parce que c'est vrai. On est jeudi, là, j'en peux plus. Ouais. Bon, Très vrai. c'est étonnant. Trop de nuisances sonores. Trop de nuisances sonores, on n'en C'est parle vrai. jamais, mais voilà, ça, c'est un des problèmes. Donc c'est ça le futur, c'est ouvrir nos fenêtres et. Voilà, on Non, aura réussi j'adore, quand moi. tu auras les fenêtres et que tu auras des oiseaux. Et Parce au que moins, moi, non. j'ai entendu des oiseaux Bah rue oui. du Bac, quoi. Ouais. Ah ouais. Alors que là, j'entends des bus, des sirènes, des scooters. Mais à l'époque, tu veux dire Non, pendant le confinement. Ah pardon, je croyais avant. Ah non, alors je suis pas si vieux. Pardon. Je veux dire, quand il n'y avait pas l'électricité. Ouais, c'était chouette. Mais c'est vrai que du coup, quand les gens te parlent souvent de ton timing sur Angel ou même du timing sur les autres boîtes que tu as lancées, est-ce que du coup on peut vraiment parler de timing ou alors juste de vision et de vision long terme et que finalement si tu vois la vision à long terme, quoi qu'il arrive, tu y arriveras et t'es pas forcément sur une histoire de timing? Bah, tu parles en général ou pour moi? Bah, toi, quelle est ta vision et est-ce que c'est la généralité, quoi? Bah, le problème du timing, c'est que soit, alors bon, c'est compliqué, hein, soit tu considères que si tu as du timing, c'est que tu as le talent de l'avoir. Cas numéro 1. Cas numéro 2, si tu as du timing, c'est que tu as la chance de l'avoir. Donc en fait, le sujet, c'est en gros, est-ce que tu es bon ou est-ce que tu as de la chance? Personne ne peut répondre à cette question. Bon, quand tu as 4 ou 5 fois de la chance, tu peux dire, oh, putain, j'ai vraiment beaucoup de chance. Ou alors tu peux dire, merde. Peut-être j'ai vu un peu ce qui allait se passer. Alors bon, moi, je t'avoue que j'ai cru que j'avais de la chance pendant longtemps, jusqu'à ce que je fasse Mythique. Quand j'ai fait Mythique, personne parlait des célibataires. Ben, les célibataires, c'est des trucs, ça intéressait personne. Je me suis dit, tiens, je vais faire un site de rencontre. 6 mois plus tard, on commence à avoir les premiers articles sur le célibat, les gens qui sont seuls, et pendant 10 ans, on ne parle que de ça. Moi, il se trouve que j'avais lancé le site 6 mois plus tôt. Je dis, oh, un bol de dingue. Bon, ok. Là, il y a 3 ans, on décide de dire, pouh, la ville, vraiment, ça, tu quoi, on va faire un vélo. On fait 3 ans plus tard, on nous fout des pistes cyclables partout, un machin. Ah, bah, deuxième coup de bol. Et Covid, etc. Bon. il y a quand même. Si on peut appeler ça un coup de bol. Ça, non, mais je veux dire, je veux c'est dire, quand même fou. C'est ce pif, quoi. Bah, en fait, soit j'ai beaucoup de bol, soit comme je regarde tout ce qui se passe, et c'est ça qui est bien, c'est que comme j'ai plein d'activités, j'ai des gens qui me parlent de plein de trucs, ça me saoule d'ailleurs, parce que je reçois un mail de cinéma, un mail de théâtre, un mail de vélo, un mail d'une start-up, un mail de vous. Bon, Tu donc compartimentes. je reçois beaucoup d'informations, et comme je dors très peu, la nuit, je prends tout ça, j'y repense quelque part dans mon inconscient. Puis le matin, j'arrive et j'ai un truc qui me dit, tiens, tu vois, il y a ça fait 4 fois que je le vois, j'ai vu un tweet passer il y a 2 semaines, je crois que j'ai lu un bout, parce que j'ai aucune mémoire, j'ai lu un bout d'article, un truc qui parlait de ça, il y a un mec qui m'a parlé de ça à un café, donc je garde ce truc, en me disant, tiens, c'est marrant, et donc je vois un petit signal faible, un petit signal faible, et puis à la fin, mais je sais pas. C'est avec tout ce bazar, je me dis, tiens, tu vois, là, je pense qu'on va vers là. Voilà, je pense qu'on va vers là. En tout cas, je mets un billet sur le fait qu'on va là. C'est peut-être de la chance. Et quand est-ce que tu dois couper? Parce que là, on le voit hein, sur les boîtes qu'on a financées, le temps d'une startup, c'est assez long. Donc, tu as la vision au départ. Est-ce qu'il y a un moment où tu peux perdre cette vision-là, où la vision peut évoluer? Et si la vision évolue, est-ce qu'il y a un moment où il faut abandonner? Là, tu parles dans les boîtes dont je m'occupe, pas les boîtes que je finance, parce que les boîtes que je finance ou qu'on finance, on les porte pas. Ça, c'est le fondateur qui a sa vision et qui sait quand est-ce qu'il faut aller. Mais enfin, quand t'es entrepreneur et que t'as une vision, il faut qu'elle soit indéfectible, cette vision. Il faut te dire, moi, ce que je veux, c'est faire ça. Et après, t'as 2 cas de figure. Soit tout se passe bien et tu arrives vers ton but, soit tu n'y arrives pas et tu échoues, donc là tu n'as plus que 2 solutions, soit tu arrêtes, soit tu fais autre chose, bon, le fameux pivot, j'ai merdé ça, je vais aller là, donc là il faut que les équipes soient super bonnes, soit il se passe un événement qui fait que tu rates ta route.
Je prends toujours cet exemple, je sais pas, si tu montes une start-up au mois de janvier qui dit je vais faire une nouvelle agence de voyage, un manque de bol, t'as le Covid qui arrive et les avions volent plus. Donc forcément, le but que tu t'étais assigné, de fait, par la force des choses, il devient inatteignable. Et là, il faut que tu acceptes d'arrêter en te disant, moi, le projet, j'allais là et ça n'est plus possible. Donc c'est des décisions qui se prennent au coup par coup. Mais en tout cas, avant de dire j'arrête, il faut avoir évalué toutes les autres opportunités. Le seul constat d'échec d'un entrepreneur, c'est le final, c'est de dire je peux plus. Mais avant de prononcer la phrase je peux plus, il faut avoir essayé des milliers de fois de se sortir de là, de contourner les problèmes qui arrivent, d'essayer de trouver autre chose. Enfin, c'est un jeu de société qui est vraiment compliqué, l'entrepreneuriat. Mais alors un jour, tu dis, alors soit tu peux plus parce que tu n'as plus d'argent, ben voilà, c'est plié pour toi, hein. Soit tu dis, écoute, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Et d'ailleurs, j'en profite, je donne rarement des conseils parce que je les écoute pas beaucoup, donc du coup, j'ai du mal à en donner, mais quand tu décides d'arrêter un projet en tant qu'entrepreneur, sois certain que tu as tout essayé. Pourquoi ? Parce que quand tu auras échoué, tu ne t'en voudras pas. Tu diras, ok, tu sais quoi ? J'ai fait tout ce que j'ai pu, je n'y suis pas arrivé. Et donc, en prenant cette attitude, ça te permettra de repartir sur un nouveau projet, si tu as envie. Tandis que si tu lâches le truc très vite en disant, oh putain, ça me fait chier, c'est trop compliqué, j'arrête. Tu auras ce truc que tu porteras en disant, au fond, tu sais que tu n'as pas tout essayé. Et donc, quand tu repartiras sur un nouveau projet, tu ne seras pas en paix avec toi-même. Ouais. Tu ne seras pas en paix avec toi-même. Donc, pour être en paix avec soi-même, il faut être allé au bout du truc. Et après, on ne peut pas s'en vouloir d'avoir tout essayé. Donc ça, c'est un conseil que je donne dans l'échec. Et comment tu fais pour déceler chez les entrepreneurs cette capacité à aller jusqu'au bout ? Je leur pose les questions à l'envers, quoi. C'est-à-dire que, tu vois, si tu viens me faire un PowerPoint de 60 pages pour m'expliquer ton projet, moi je suis déjà à la dernière page, quoi. Et puis je te le fais dans l'autre sens, quoi. Parce que les gars, ils ont appris les slides dans un sens, mais si tu leur proposes les questions dans l'autre sens, ils sont perdus. C'est vrai que je suis témoin, je crois qu'il n'y a jamais eu de PowerPoint pendant un rendez-vous. Non, je interdis les PowerPoints. Voilà. Donc, non, justement, pourquoi tu fais ça ? Parce que l'entrepreneur, il faut le gars qui te sort un putain de PowerPoint de dingue avec 60 pages, dont 25 pages de BP qu'il connaît par cœur et qui te déroule, il est super, hein. Franchement, j'adorerais avoir cette qualité-là. Sauf que dans la vraie vie, ça va très rarement se passer dans l'ordre des slides. Alors, très rarement. Quasiment jamais. Par contre, il va avoir la 19 qui va arriver un matin, la 17 de l'autre, et le gars, il va se retrouver dans un truc où il n'a pas du tout l'esprit prêt à ça. Et donc, quand tu es entrepreneur, tu cours et tu as des missiles qui t'arrivent dans la figure, et il faut être agile. Si tu es dans un train qui va tout droit, il y en a, hein. Il y en a, les mecs, c'est incroyable, hein. Ils montrent un truc, ils font le PowerPoint, bang, ils délivrent à peu près le même truc. Tu dis, wow, mais le gars, il est né vieux, hein, déjà. Non, c'est pas ça, l'entrepreneur, c'est pas ça. C'est courir en zigzag en évitant les gens qui veulent te tuer. Donc, faut être agile. Donc, faut commencer par la fin des PowerPoint. Et c'est un peu ce que tu es en train de faire avec nous, parce que nous, on avait une trame et du coup, tu as pris un truc. Mais ça, gars, si vous comptiez me faire dans tous les sens. Le contrôle. Bon courage. Allez. Du podcast. On continue. Mais on est complètement perdus, nous, dans notre structure. Je comprends. Mais c'est vrai que le tout fait un peu écho. Tu parlais de tes engagements qui sont un peu de se rendre compte qu'il n'y a pas de planète B et l'autre aussi qui est de financer des gens qui sont aussi conscients de ça et qui vont faire en sorte de garder cette planète A et qui fait un peu drôlement écho à ce qu'on veut faire tous ensemble avec Daphni. Et on avait dit qu'on parlerait pas de nous, mais c'est quand même un bon moment. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous dire, Marx, quelle est pour toi la mission de Daphni Hello ? C'est de prendre une des parties de ce que je fais. Donc c'est pour ça que j'ai rejoint Daphni, c'est que financer des entreprises, les porter, les aider, essayer de les développer, de les accompagner. Ça doit se faire dans un cadre professionnel. On fait pas du seed, on n'est pas là pour miser sur des projets alors qu'ils n'existent pas. Donc c'est quand même ça doit se faire. Et puis c'est pas notre argent, donc il faut le faire de manière extrêmement professionnelle. Et ce cadre-là, moi je ne l'avais pas, puisque je gérais mon argent dans un cadre de seed, donc ça n'a absolument rien à voir. Après, moi si j'étais si j'avais rejoint Daphni et que on m'avait expliqué que Daphni, quel que soit le sujet, de toute façon, ce qui comptait, c'était la rentabilité du truc et le multiple de sortie et le TRI.
D'abord, je pense que ça n'aurait jamais marché parce que dans la tête des jeunes d'aujourd'hui, il n'y a pas du TRI. Hein, je prends un projet parce que j'essaye de faire les choses bien. C'est pas la génération des années 80 aujourd'hui. On n'est plus là. 80, on lui disait pour réussir, il faut gagner de l'argent. Bon, super, on a fait ça nous. On te dit non. Pour réussir, il faut essayer de faire le bien et essayer de gagner un peu d'argent pour pouvoir continuer. Donc, on est complètement dans une autre logique. Daphni, c'est ça. On n'est pas là pour faire. Quoi qu'il arrive et coûte que coûte des exits ou des succès. On essaye de le faire tout en essayant d'avoir du fond, mais pour une bonne raison. C'est qu'on ne trouvera plus d'entrepreneurs des années 80 aujourd'hui. Ce sont chez les fonds qui sont des années 80. C'est long. Et si on peut reparler des nouveaux usages, tout ça, est-ce que toi qui es visionnaire un petit peu, t'as des idées sur les prochains nouveaux usages? On a parlé de la mobilité, on a parlé du future of work. Est-ce que tu te dis, toi, un peu comment on va travailler? T'as des idées? Ou quand tu vois tous tes tweets, tes entrepreneurs, les projets, comment t'as compartimenté Non, c'est super dur de répondre à ça. C'est qu'à un moment donné, il faut que ça accroche sur un truc que tu as envie de creuser. Alors, je vois bien que le commerce sera plus pareil, que la manière de communiquer sera plus pareille, que la manière de se déplacer sera plus pareille, que on mangera pas la même chose. Je vois bien toutes ces grosses tendances-là. Bon, c'est des portes ouvertes que de dire ça, tu vois. Faut pas être, voilà. Donc on se doute bien que, mais après, rentrer dans la granularité de chacun des sujets en disant, mais attends, si les camions partent à plein, qu'ils reviennent à vide, il vaut peut-être mieux qu'il y ait un truc pour les remplir au retour, parce que du coup, ça, tu rentres dans la granularité et là, tu dis, il y a plein d'opportunités. Et ça se fait avec beaucoup de travail. Tu peux pas un matin te réveiller en disant, putain, génial, tu sais quoi, le camion. Non, faut se dire, mais c'est quoi le problème dans ce truc-là, quoi. Alors moi, je le fais dans des trucs qui sont connexes. Et en l'occurrence, j'ai pas investi dedans, mais on se doute bien que si on continuait à manger de la viande 5 fois par semaine, on aurait certainement un problème de santé, mais ça, c'est pas un problème. Mais surtout, on a un problème majeur de planète. Donc, on se dit, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire pour que les gens... Voilà. Donc, ça, c'est des trucs qui sont évidents pour moi. Donc, je me dis, les viandes de synthèse, les viandes végétales, il doit y avoir des tas de trucs à faire là-dedans. En l'occurrence, ça a été fait et ça marche. Voilà, bon, et je n'y suis pas. Mais si tu veux comprendre les enjeux et les opportunités dans un secteur... Là, pour le coup, on a besoin de vous. Parce que c'est Chabir et ses camarades qui, eux, passent le temps qu'il faut pour rentrer dans la granularité d'une espèce de grande classe qui est l'environnement, la mobilité. L'économie circulaire. Et là, il faut qu'ils creusent pour essayer de voir ce qui se passe là dans l'économie circulaire. Tu vois, là, c'est un boulot d'analyste. Moi, je ne suis pas un analyste. Moi, je dis, les gars, je crois que là-bas, il y a une île. C'est tout ce que je dis, moi. Il y a des gens qui sont sur un bateau qui disent alors attends, pour aller sur l'île, il faut un truc, un machin, un truc, on va aller voir. C'est pas mon job, moi, ça. À toi de jouer, Chabir, hein, du coup. Ouais. Et d'ailleurs, sur les camions à vide, on a notamment investi chez Fretlink, qui s'occupe justement de cette problématique-là. Exactement. Ce qui est une bonne idée. C'est une bonne idée. Et je pense qu'on a... On arrive à la fin. On a plutôt bien... Non, je t'en prie. Non, oui, j'avais quand même 3 petites questions très sympas, Marc. Vas-y, on voit. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton dernier texto? Putain, c'est horrible ce que tu me dis. Mon dernier texto, que j'ai envoyé donc, c'est un texto très personnel à un ami très cher. Ah, bon, c'est important, les amis. À toi. Le tic de langage que tu utilises le plus? Oh là là, alors je me rends compte que je dis tout le temps du coup. Ah, mais comme beaucoup de gens. Comme beaucoup de gens, du coup. Du coup. Chab, il avait un autre truc tout à l'heure qui m'a refait. Qu'est-ce qu'il fait toujours, Marc? C'est que tu dis... Alors, en fait, on peut pas le voir à l'écran. Enfin, à l'écoute. Mais je bouge. Non. Oui, non, mais c'est exactement ça. Je vais... Ouais, exactement. Oui, mais ça c'est en télé. Non, je parle avec les mains. Il parle avec les mains beaucoup. Je parle avec les mains. Et enfin, quel est le franglais que tu ne peux plus voir, que tu t'en peux plus? Le franglais qui me tape sur les nerfs, c'est adresser un problème. Attends. Adresser, c'est pas français. C'est to address en anglais, mais adresser, ça veut rien dire. Faut être implémenté dans le... Ah oui, c'est vrai. On n'adresse pas un problème en français. Ah, mais tu vois, j'avais jamais. Je crois que je vois pas assez d'entrepreneurs pour. Franchement, c'est pas terrible ce que je viens de trouver, mais il fallait que j'en trouve un. Ça fait longtemps que j'essaie de pas m'énerver pour des détails comme du franglais, tu vois. Parce que j'ai déjà assez de soucis comme ça.
Bon, merci Marc. Et tu veux conclure, Chab? Ouais, et c'est vrai qu'en résumé, du coup, on a parlé de tes engagements pour les animaux. Et du coup, est-ce qu'on peut encore signer la pétition pour le référendum ? Bien sûr, on a déjà 800 000 personnes qui sont les premiers soutiens. Le problème du référendum pour les animaux, c'est qu'il faut qu'il soit porté et validé par 185 députés ou sénateurs. Qu'à date, on doit en avoir à peu près environ 140, donc il nous manque encore 40 signatures de parlementaires pour que le référendum puisse être lancé, et que là, c'est vraiment un combat du quotidien pour essayer d'obtenir le soutien de parlementaires qui permettraient à la démocratie de s'exprimer à travers un outil, le référendum d'initiative partagée, qui est dans l'article X de la Constitution. Donc on essaye juste d'utiliser la Constitution pour donner la parole aux Français sur un sujet qui les touche dans un cadre légal, constitutionnel, de pure démocratie. Mais pour ça, on a besoin de l'aval des députés et des sénateurs qui, eux, gèrent la démocratie par ailleurs. Donc c'est quand même compliqué. Il y a encore, à date, aucun référendum d'initiative partagée n'a évidemment été un succès en France, et on se bat pour que les animaux soient la première fois où on y arrive. Ce qui n'est pas une mince affaire. Et c'est un peu le moteur d'un entrepreneur que de lui dire que ça n'a jamais été fait et c'est impossible. Ouais, là, on est dans un univers très compliqué qui est la politique, et où là, les entrepreneurs sont un peu comme des chiens dans des jeux de quilles. Mais c'est autre chose. On a aussi parlé un peu de ton engagement pour changer la ville, en tout cas pour la mobilité urbaine. Et d'autres de tes engagements qui étaient aussi des engagements ou missions, un peu qui étaient de soutenir des entrepreneurs qui... Des jeunes, Chabia. Non, des jeunes et moins jeunes, n'hésitez pas, des entrepreneurs. Bien sûr. Qui sont au courant qu'il n'y a pas de planète B et qui veulent changer les usages dans le bon sens. Et tout ça rejoint un peu ce qu'on a envie de faire avec Daphni, ce qu'on fait avec notre communauté, qui sont ces 300 personnes qui changent aussi les usages dans le bon sens, et c'est un peu aussi du coup on y arrive. C'est imbattable. Imbattable, la mission de ce podcast, et on espère que vous nous écouterez. Exactement, on va terminer. Avec 3 questions. Non, on vous retrouve toutes les 2 semaines pour vous faire découvrir un nouveau membre de la communauté. Donc on va laisser Marc repartir sur son petit vélo Angel, il est comme un enfant. Comme un gosse. Et on va le remercier, merci pour ton temps. Merci. On sait que t'as monté des vélos dans la nuit là, donc il faut que tu repartes. Ouais. Merci Chabir aussi. Merci à toi. Et puis on remercie Sophie qui participe grandement à la préparation de l'émission aussi, qui est dans la team. Et puis à très vite, à bientôt. Merci beaucoup. Salut. Au revoir.